Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on ressuscite le format du neuf versus du vieux. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit temps, vous vous en rappelez peut-être. L'idée, c'est tout simplement de comparer une nouveauté à un jeu plus ancien qui lui ressemble, qui a des filiations mécaniques, thématiques. Et aujourd'hui, le sujet est tout trouvé puisqu'on va parler de Saltfjord de chez Aporta Games qui vient d'arriver en version française et qui est tout simplement le remake, la réédition avec pas mal de modifications, on va le voir, de Santa Maria, qui était déjà sorti chez Aporta Games, mais il y a plus de 10 ans, lors de SN 2014. Santa Maria, c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel j'ai joué une quinzaine de parties, donc je le connais vraiment pas mal, et j'ai joué aussi 2-3 parties de Saltfjord pour vous en faire la critique. Et là, je suis en mesure de vous faire une comparaison complète. Donc, je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce qui change d'une version à l'autre. Je vais vous montrer le matériel aussi. Et on va voir en définitive lequel des deux je préfère. Allez, c'est parti, générique. Avant de commencer, vous le savez, vous pouvez acheter plein de jeux cool sur la boutique partenaire de la chaîne, goldenmeeple.be. Il y a des nouveautés à des prix qui défient toute concurrence. Il y a aussi des jeux importés du Japon notamment, des curiosités. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis si vous aimez ce format, si vous aimez ces contenus un petit peu plus pointus, qui sont certainement pas ceux qui vont faire le plus de vues, bah, il y a un moyen de me soutenir, c'est évidemment le Ko-fi, ko-fi.com/rue du jeu. Vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel pour accéder aux vidéos en avant-première et puis participer à la tombola à partir de 5 € pour tenter de remporter des lots de jeux que je sélectionne parmi toutes les pépites que j'ai la chance de chiner. Alors on commence avec le neuf et je vais vous montrer à quoi ressemble Saltfjord. On va pour ça changer d'angle de caméra. Ok, voilà à quoi ressemble le matériel de Saltfjord. Donc vous avez d'une part un plateau personnel qui est divisé en deux parties. Vous avez votre bateau, en fait, votre embarcation ici qui va petit à petit être rempli de différentes tuiles qu'on va pouvoir acquérir pour les placer ensuite, recouvrir des cases et améliorer les actions, donc comme ceci, comme cela, etc. Donc un petit côté Tetris où on va pouvoir remplir petit à petit son bateau. Et l'autre partie du plateau personnel, elle va être juste dédiée à stocker nos ressources. Et dans Saltfjord, en fait, c'est un mini-jeu en soi, puisque la ressource de base, c'est le poisson, mais ce poisson, il va pouvoir être amélioré à chaque fois que vous aurez une petite flèche comme ceci. Bah, c'est un peu magique, il peut devenir du bois, le bois peut devenir de la planche, et la planche peut se transformer en or. Même chose avec le blé qui devient du grain et de l'or aussi, les parchemins qui deviennent des bouquins, etc. C'est un petit mini-jeu en soi, cette gestion de ressources qui se fait en action gratuite. Notamment, ces ressources, elles peuvent être revendues pour du poisson, et on peut après payer 2 poissons pour améliorer une ressource. Donc il y a un petit jeu de dinette à faire avec ça, qui peut causer pas mal de downtime, de ralentissement. Et puis on a le plateau principal, donc on a des pistes de technologie. D'une part, on a 4 pistes de technologie ici. On a plein de jetons de pêche, donc des poissons, des homards, etc. qu'on va pouvoir aller récupérer dans la flotte. On a un espace avec les tuiles qu'on peut acheter pour remplir notre plateau. Et puis là-bas, on a des commandes, donc c'est une des actions du jeu. On pourra payer les ressources indiquées pour gagner des tuiles qu'on va ensuite placer ici sur le côté de notre plateau en fonction de l'endroit dans lequel on les récupère. On les mettra dans différents emplacements et elles nous feront des revenus à chaque fin de manche. Le jeu en comporte 3 des manches et Saltfjord, c'est un jeu de draft 2D. Donc à votre tour, vous allez pouvoir notamment récupérer un des dés blancs qui sont là-bas dans le fond du plateau. Donc à chaque tour, on va lancer 3 dés blancs par joueur. On aura chacun le droit de récupérer 3 dés chacun. Et le tour de jeu, ben, ça peut être notamment de prendre un dé et d'utiliser pour activer toutes les actions dans la colonne correspondante. Donc ce dé, il va descendre progressivement, et à chaque fois qu'il passe sur une case, on va effectuer l'action correspondante. Donc là, je gagne un blé, hop. Ça, c'est pas une case sur fond jaune, donc c'est juste un bonus que j'aurai une fois que j'aurai rempli
entièrement la ligne ou la colonne dans laquelle se trouve cette tuile. Ça va me permettre une amélioration de ressources. Et puis si je gagne un bois, et la dernière case sur laquelle vient mon dé, le dé va rester là, et si je refais de nouvelles actions dans cette colonne dans le même tour, cette case-ci, elle est bloquée, elle pourra plus être activée. Dans le draft, on va avoir aussi des dés orange, et les dés orange, ils permettent d'activer des lignes, mais voilà, c'est des dés qu'on peut drafter parmi les autres dés qui sont lancés en début de manche, et au fur et à mesure que la partie avance, on va en ajouter des nouveaux au pool de dés qu'on peut drafter. Une autre option, c'est qu'on peut utiliser son tour pour construire une grande tuile. Donc dans le jeu, il y a les petites tuiles qui sont représentées par un marteau, qui vont faire 2 de taille, et ça, on va pouvoir les acquérir grâce à des actions de dés. Donc par exemple, avec mon 2 ici, quand mon dé passe là, je peux récupérer une petite tuile pour un bois et la mettre carrément dans la ligne que je suis en train d'activer. Du coup, quand mon dé descend, ça active la tuile que je viens de poser, c'est plutôt pratique. Mais ça, c'est les petites tuiles. Pour acquérir une grande tuile, qui a une forme de L ou qui est allongée comme ça, mais elles font à chaque fois 3 cases de long, ça va me demander mon tour en entier, et ça va me coûter un peu plus cher, ça va me coûter un bois plus une planche. Et enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est passer. Quand on passe, on va choisir un des bonus ici avec notre disque. Donc on va notamment pouvoir faire avancer son bateau pour aller pêcher. Ça, la pêche, c'est une nouveauté dans Solfjord. Tout simplement, on va avancer notre bateau et on va récupérer des jetons poissons pour les charger dans notre bateau. Ou à chaque fois, on peut aussi choisir plutôt de revenir à bon port, et à ce moment-là, de décharger notre bateau, et on gagne les points et les éventuelles ressources à ce moment-là. Il y a une des pistes de technologie qui nous permet d'améliorer les jetons qu'on va récupérer, et donc d'avoir des poissons plus intéressants, plus lucratifs en termes de points de victoire. Avec le petit engrenage, on va pouvoir avancer sur les pistes de technologie. Donc vous voyez qu'il y a ces 4 pistes de technologie, il faut payer des ressources pour avancer, donc c'est fixe ce qu'elle nous donne, mais par contre, en fin de piste, on a des façons de scorer, là, sur fond mauve, qui sont là disposées aléatoirement, et puis sur certaines cases, on peut avoir accès à des tuiles oranges, qui là aussi sont des capacités spéciales. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui seront disposées là-bas en début de partie. On va aussi pouvoir améliorer son bateau pour stocker plus de jetons pêche. On a ces petits ouvriers aussi qui nous permettent, en action gratuite, d'activer une case de notre plateau. Donc je peux, jusqu'à 3 fois, parce que je peux récupérer jusqu'à 2 ouvriers supplémentaires, vous les voyez là-bas, pendant mon tour, choisir, en plus de ma prise de dés qui va me permettre d'activer des trucs, dire avant ou après mon action, j'utilise aussi cet ouvrier-là pour faire avancer mon bateau. J'en utilise un autre que je possède pour avancer sur une piste de technologie, etc. Donc tout ça, plus la conversion de ressources ici qui peut être assez lourde, avec ces petits allers-retours, ces reventes de ressources, etc., ça peut parfois créer des tours de jeu un petit peu à rallonge, où vous allez faire en fait 3-4 actions enchâssées dans votre tour. On va voir que dans Santa Maria, c'était pas du tout pareil. Pour être vraiment complet, sachez que Solfjord a un mode avancé, les charrettes, qui vient avec quelques technologies dédiées et possibilités en plus. Je trouve le jeu déjà assez lourd comme ça, donc j'ai pas essayé, je sais pas quoi vous en dire, mais c'est sûr que c'est un ajout en plus encore par rapport à Santa Maria. Voilà pour ce qui est de Solfjord. Voyons maintenant Santa Maria, et attention, vous allez voir, il y a des gros changements en termes d'esthétique, et puis en termes d'ampleur, parce que c'est un jeu qui a beaucoup moins de matériel, regardez. Voilà la tronche de Santa Maria. Donc le plateau personnel, c'est à peu près le même principe, on a toujours 6 cases par 6, et on va toujours pouvoir poser des tuiles sur les différents emplacements pour pouvoir petit à petit enrichir les actions qu'on va pouvoir faire. La différence, c'est qu'on a ici un petit aspect Carcassonne. Alors, on n'est pas obligé de mettre une montagne contre une montagne. Par contre, quand il y a des routes, on a plutôt intérêt à les respecter, notamment parce que certaines capacités, certaines technologies vont dépendre de ces routes, et donc c'est intéressant de les faire matcher, notamment pour relier des villes entre elles. Les dés blancs, c'est le même principe, on les jette en début de manche, et puis on peut aller se servir à son tour et récupérer un dé qui nous intéresse pour activer la colonne. Par contre, les dés bleus, eux, ne font pas partie du draft, contrairement aux dés oranges de Solfjord. Donc, en début de manche, vous allez lancer vos dés bleus, et ces dés bleus, ils ne sont que à vous. Du coup, il n'y a que vous qui pouvez les utiliser. On ne peut pas vous les piquer. Donc ça, on pourrait croire que ça fait qu'il y a un peu moins de tension, mais ce qui est intéressant, c'est la façon d'obtenir ces dés bleus. Parce que
Dans Solfjord, on l'a vu, les dés oranges sont ajoutés aux poules de façon linéaire, hein, on en met un de plus par joueur à la fin de chaque manche. Là, dans Santa Maria, pas du tout. Leur obtention va dépendre d'une piste sur laquelle vous avez un petit jeton à votre couleur, la piste de prière, et il y a toute une série d'effets qui vont permettre d'avancer sur cette piste. Cette petite icône-ci, là, avec les mains tendues. Et à chaque fois que j'avance d'au moins une case sur cette piste, je vais pouvoir dépenser un blé pour pouvoir avancer d'une case supplémentaire. Et c'est comme ça que je vais avoir mes dés bleus, ça va dépendre de à quel point je fais la course sur cette piste de prière. Vous voyez, quand je passe de là à là, hop, je gagne un nouveau dé bleu, et je le lance immédiatement, et je pourrai l'utiliser dès cette manche-ci. En plus de ça, à chaque fois que je survole un petit moine, je vais devoir placer ce jeton sur une des technologies ou un des objectifs. Donc comme dans Solfjord, on a des tuiles qui ont été tirées au hasard au début de la partie, mais ici on va devoir choisir en cours de partie de les acquérir. Elles vont vraiment être communes, et si je me place ici et qu'un autre joueur veut s'y mettre par après, mais il devra me payer 2 pièces. Et donc à chaque fois qu'on passe par-dessus un de ces moines, il va falloir faire un choix crucial entre avoir immédiatement une nouvelle technologie, une nouvelle capacité permanente qui va nous servir pendant la partie, aller plutôt chercher un objectif de fin de partie, en sachant que ces objectifs, quand vous les prenez, vous faites déjà moins 2 points de victoire de base. Donc il faut être sûr de faire un scoring suffisant pour qu'il soit rentable. Et là encore, si on vient piquer un objectif qui intéresse nos adversaires, ben, ils vont devoir en plus nous payer des pièces s'ils veulent placer un moine là aussi par après. Et on va aussi pouvoir choper des ressources one-shot, 2 diamants, 2 sucre, 3 points de victoire ici, etc. Donc il y a des courses qui sont assez intéressantes sur ces emplacements-là, et cette piste de prière, c'est vraiment un élément qui m'a manqué dans Solfjord, qui choisit plutôt de faire 4 pistes de technologie beaucoup plus classiques, et j'ai trouvé beaucoup moins flexible, beaucoup plus figé. Une autre différence qui est très importante, c'est que dans Santa Maria, il n'existe pas d'icônes qui vous permettent d'acheter des tuiles sur votre plateau personnel. Hein. L'équivalent du petit marteau dans Solfjord, ça n'existe pas dans Santa Maria. Dans Santa Maria, vous devrez toujours consacrer votre tour à l'achat d'une tuile si vous voulez le faire, et là aussi, donc on retrouve les tuiles de 3 qui sont toujours des L, hein. Il n'y a pas deux types de formes différents qui sont un peu plus chères, puis les tuiles de 2 qui sont un peu moins chères, mais ça prendra toujours votre tour, et surtout, on ne va pas remplacer ces tuiles quand elles sont prises pendant une manche. Donc vous voyez, il y en a 5 de chaque, et ben c'est les 5 qu'on a pour la manche, on n'en aura pas plus, et donc si je me sers avant vous, si je vous prends la tuile qui vous intéressait, tant pis pour vous. Contrairement à Solfjord où on met toutes les tuiles en pile en début de partie, et dès qu'on en prend une, du coup ça découvre la tuile qui était en dessous, et il y a toujours de quoi acheter pour tout le monde. Bon, autre grosse différence, c'est la conversion de ressources. Donc vous le voyez, il y a beaucoup moins de ressources différentes dans Santa Maria que dans Solfjord. Ici on a du bois, du blé, du sucre et du rubis, et éventuellement l'or en plus qui est joker. Donc ça fait 5 ressources contre 8 dans Solfjord, avec la possibilité de faire plein de conversions, etc. Ici c'est beaucoup plus simple, hein. On peut revendre éventuellement les ressources de la colonne de gauche pour une pièce et les ressources de la colonne de droite pour 2 pièces, et puis on peut les acheter aussi pour 3 pièces, uniquement celles de la colonne de gauche. Donc c'est plus épuré, et moi je préfère, parce qu'on n'a pas ces conversions à rallonge, elles vont se faire de façon beaucoup plus ponctuelle, beaucoup moins fréquente. La pêche n'existe pas du tout ici, et vous voyez d'ailleurs que le plateau central en fait ne sert presque à rien, hein. C'est juste un emplacement pour 2 pistes, celle de prière et celle de conquistador, qui là aussi est une action qui a été retirée de Solfjord, qui a été remplacée par la pêche, que je trouve beaucoup moins intéressante, parce que cette piste de conquistador, elle nous fait avancer avec les icônes correspondantes, elle va nous faire gagner des ors quand on passe certains emplacements, et elle va faire, surtout à celui qui est majoritaire, qui est le plus avancé, des points de victoire en fin de manche. Et ça c'est vraiment très tendu, c'est assez chaud, faut bien surveiller les autres, et mine de rien, ça crée un peu plus de tension que la pêche, où chacun avance dans son coin, rentre au port tous les X temps, etc. C'est un peu plus plan-plan. Ici, c'est certes plus basique, mais pour moi, beaucoup plus source de stress et d'implication. Ce qui est des commandes, ça fonctionne à peu près pareil, hein. On peut les remplir avec une icône de bateau, et puis elles viennent se loger dans la colonne correspondante de votre plateau. Ça c'est vraiment pareil que dans Solfjord. Mais il y a une dernière différence qui est très importante, c'est l'ouvrier. L'ouvrier de Solfjord, qui vous vous souvenez, permet de faire des actions gratuites, il n'existe pas du tout ici. Par contre ici c'est une action qui est possible en plus, hein. Donc on peut construire une tuile, on peut ramasser un dé, on peut passer bien sûr, mais on peut aussi
payer une pièce sur n'importe quelle icône de notre plateau pour l'activer, à condition qu'elle soit libre. Ça fonctionne exactement comme un dé, hein. Si vous mettez une pièce, par après, cette icône sera bloquée, et si un dé passe dessus, elle sera ignorée. Il faut vraiment bien choisir le tempo pour utiliser cette possibilité. Mais par exemple, si je prends un 5 ici, que j'active ceci, puis ceci, je pourrais par après payer une pièce pour à nouveau bénéficier de l'icône qui est ici. Et on peut le faire même plusieurs fois dans la manche, c'est juste que la fois d'après que je veux faire ça, je devrais payer 2 pièces, et puis 3 pièces, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que ça, c'est pas des actions gratuites, ça me coûte l'entièreté de mon tour. Et donc en termes de timing, de tempo, avec les tuiles à acheter sur le côté, les commandes à récupérer, etc., c'est vraiment un choix de faire ça. Et on va toujours n'avoir qu'une seule action à Santa Maria. On va jamais commencer à empiler 3-4 actions d'affilée, ce qui fait que pour moi Solfjord a des tours de jeu un peu longs. Dernière chose, ces petits bonhommes qui sont des colons, qui en fait ne servent à rien pendant la partie quand on les place sur notre plateau, mais par contre si on parvient à terminer une ligne ou une colonne d'ici la fin de la partie, ils vont nous scorer des points. On va scorer autant de points que le nombre de bonhommes qu'il y a dans la ligne ou la colonne correspondante. Donc moi je préfère ça par rapport aux bonus qui s'activent immédiatement quand on finit une ligne ou une colonne dans Solfjord, qui sont du one-shot. Je les trouve un peu anecdotiques. Ceci, ça va vraiment créer un vrai enjeu, parce que c'est plus difficile de remplir son plateau personnel, et il y a même une possibilité quand on passe, c'est d'aller chercher ces petites tuiles là qui vont pouvoir nous boucher un trou, et donc ça aussi ça crée de la tension, parce qu'on veut être le premier à passer à certains moments pour aller chercher cette tuile dont on a vraiment besoin pour finir notre plateau. Maintenant qu'on a vu les deux jeux en détail, entre Solfjord et Santa Maria, lequel est-ce que je préfère? Vous l'avez peut-être déjà un petit peu senti dans mes explications. C'est mon côté vieillerie qui parle, évidemment, mais moi j'aurais tendance à préférer Santa Maria pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est bête à dire, mais le matériel, le fait que la mise en place soit beaucoup plus rapide. Pour la vidéo, j'ai mis les deux jeux en place et j'ai vraiment vu la différence. On va beaucoup plus vite sur Santa Maria, il y a beaucoup moins d'éléments à trier, à sortir dans tous les sens, etc. Le jeu prend beaucoup moins de place aussi. Et puis aussi, même si c'est pas les jeux les plus interactifs de la Terre, dans Santa Maria, il y a plus de tension, plus d'interaction, notamment grâce à cette piste Conquistador dont on a parlé, qui va vraiment avoir une implication en termes de timing. On veut jouer le plus tard possible pour voir ce que vont faire les adversaires et pouvoir les dépasser par après et gagner des précieux points de victoire. Grosse tension aussi dans l'ordre du tour sur l'acquisition de tuiles. Le fait qu'il n'y en ait que 5 par tour et qu'on ne les remplace pas une fois qu'elles sont prises, contrairement à Solfjord où c'est remplacé immédiatement et où souvent on ne va pas nécessairement finir la pile de tuiles, ça crée vraiment une réflexion dans la priorisation des actions. Quand est-ce que je prends des tuiles pour améliorer mon plateau? Parce que si je me dépêche pas, on va pouvoir me prendre celle-là sous le nez. Des différences aussi dans le remplissage du plateau. Solfjord, dès ma première partie, je suis parvenu à remplir entièrement mon plateau personnel. J'ai pas eu de difficulté à le faire, je trouve qu'on peut vraiment construire beaucoup plus facilement, et dans Santa Maria, c'est un vrai enjeu d'arriver à remplir son plateau, notamment pour ces colons là, ces fameux colons que je vous ai montrés, qui, si on ne parvient pas à finir une ligne ou une colonne, ils vont rien nous rapporter, ces colons, en termes de points de victoire. Et donc, par rapport à Solfjord, qui nous donne juste des petits bonus one-shot quand on finit une ligne ou une colonne, mais qui sont foisonnants et qui sont pas un réel enjeu, là, la question des colons, c'est vraiment une grosse pression à finir son plateau, et c'est encore plus compliqué, puisque les tuiles ne sont pas remplacées quand quelqu'un les prend, donc c'est chaud, et moi j'aime bien ce stress que ça crée. Et puis c'est bête, mais je ressens plus Santa Maria comme un jeu de pose de tuiles, avec cette idée de faire matcher les routes, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans Solfjord, ils ont retiré cet aspect-là, et en fait, ça crée du coup plus de complexité pour finir son plateau, et plus de tension, je le disais, dans l'ordre du tout. Ma Santa Maria, j'y ai joué à 2, 3 ou 4. Ça se joue très bien à 2, mais on peut y jouer à 4 parce que ça reste très fluide. Et dans Solfjord, comme il y a vraiment des actions en cascade, des conversions de ressources qu'on va faire à foison, etc., je trouve le downtime, le ralentissement
beaucoup plus long. Donc moi, j'aurais tendance à jouer à Saltfjord uniquement à 2, alors que Santa Maria, je pouvais le pratiquer avec tous les nombres de joueurs sans souci. Et puis la piste unique, elle me manque. C'est chouette d'avoir 4 pistes de technologie et d'avoir différentes directions dans lesquelles partir, mais je trouvais ça très rigolo d'avoir une même piste pour ces dés bleus à débloquer, et puis d'avoir ces moines où on doit choisir, tiens, est-ce que je veux les mettre sur un objectif de fin de partie, est-ce que je veux les mettre sur une technologie. Bah, ici, avec les 4 pistes différentes de Saltfjord, c'est plus une autoroute qu'une fois qu'on a choisi, on va insister dessus comme ça, et il y a moins de flexibilité finalement, et un peu moins d'injonction à avancer sur cette piste le plus vite possible, puisqu'on n'a plus l'idée que les autres joueurs doivent nous donner des sous s'ils viennent à un endroit où on est déjà. Donc voilà, Saltfjord, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu très foisonnant en termes de nombre de ressources, etc. Vous l'avez vu, c'est un jeu un peu salade de points, moins élégant, moins nerveux, et moi ça me correspond moins, mais néanmoins les deux versions sont intéressantes. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu voir laquelle des deux devrait le plus vous plaire. Ce qu'il faut reconnaître à Saltfjord, c'est qu'il y a un truc qui est bien mieux que Santa Maria, c'est le thème, c'est l'habillage, l'esthétique. Le jeu est beaucoup plus beau, hein, ça aurait été dommage, et puis surtout il fait pas la faute de goût de représenter les points de victoire comme des points de bonheur, hein. Donc voilà, des fois la rethématisation elle fait débat, hein. Je pense à Mombasa versus Sky Mines, où on pouvait voir l'intérêt de garder la thématique de Mombasa pour tout le passé colonial. Ouais. C'est des thèmes chargés d'une historicité parfois qui est de bon ton de contextualiser, de commenter d'un point de vue critique. Santa Maria, c'était juste du colonialisme bête et méchant, bas de plafond, sans ancrage historique, donc franchement, le nouveau thème, la nouvelle esthétique est bien mieux, ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce tour d'horizon, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous avez envie de voir revenir plus souvent ce format du neuf versus du vieux. Et puis la boutique partenaire Golden Meeple, les réseaux sociaux, le Ko-fi pour me soutenir. J'espère que ça vous a plu. Merci à PTS pour l'envoi de Saltfjord. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jouez bien par chez vous. Ciao!